Bonjour, je vais vous montrer comment on peut parler aux parents d'une façon qui peut améliorer, approfondir leur engagement, leur capacité de passer de la compréhension à l'action. Et pour faire ça, il faut apprendre à parler aux parents dans leur langue à eux. Parce que très souvent, nous, les thérapeutes, nous parlons aux parents dans une langue qui est plutôt la langue de la psychologie et n'est pas nécessairement la langue des parents. Et quelquefois, nous trouvons que nous parlons avec les parents à contresens. Nous parlons du point de vue, de la perspective du psychologue, et ils essayent de comprendre, de faire leur mieux, d'agir dans leur vécu comme parents. C'est pas la même chose, pas du tout. Et apprendre à parler aux parents dans leur langue est une compétence qui peut vraiment améliorer leur efficacité comme thérapeute pour créer des alliances thérapeutiques avec les parents. Cette alliance thérapeutique, cette alliance de travail est le principal prédicteur du succès d'une thérapie, soit individuelle, soit de groupe. Pour ça, dans ma présentation, je parlerai beaucoup de fois à la deuxième personne, aux parents, pour illustrer comment on peut le faire. Eh bien, pour aider les parents à passer à l'action, s'opposer à la tyrannie, à la propre subjugation, il faut avoir du courage. Mais où trouver du courage? Ces parents-là sont très souvent déjà plusieurs années tyrannisés, intimidés, paralysés, à tel point qu'ils sentent beaucoup de fois que ça, c'est leur destinée, vu la condition de leur enfant, qu'il n'y a aucune autre option que céder à l'enfant et lui faire tous ses services. Et peut-être le mal le plus petit et que résister porterait inévitablement à vraiment l'agression, à les explosions, à des situations impossibles, insupportables, voire dangereuses. Alors, comment peut-on trouver le courage? Comment pouvons-nous aider les parents à trouver ce courage? Bon, il y a quatre conditions et je vais essayer de les vous présenter. Les parents doivent comprendre pourquoi est-il nécessaire qu'ils résistent à la tyrannie de leur enfant. Ils doivent avoir un plan d'action. Ils doivent avoir une vision claire de comment résister. Ils doivent éprouver, avoir du soutien. Les parents tout seuls ne peuvent pas le faire. Il faut créer un réseau de soutien. Il faut leur convaincre à le faire. Et il faut leur aider à savoir comment faire face aux situations de crise, aux situations extrêmes, des menaces extrêmes. Alors, notre programme, que Nathalie Franck et moi, et ce manuel que nous avons écrit ensemble, vise justement à remplir ces quatre conditions. Alors, commençons par le pourquoi. Okay? Évidemment, l'enfant ne fait pas ce qu'il fait par plaisir. C'est pas qu'il est une personne sadique, c'est pas du tout ça. Il est fait parce qu'il est angoissé. Il est fait par cause de ses anxiétés. Il est profondément anxieux et sa sensation est qu'il n'a pas d'autre option face à son angoisse profonde. La seule option qu'il connaît est de faire les parents, qu'il est protégé de son angoisse, voire tyranniser les parents, l'obliger des parents à offrir cette protection continue.
Et les parents, qui de leur côté, peuvent penser, mais c'est vrai, mon enfant est souffrant, elle souffre si profondément, n'est-il pas mon devoir absolu de le protéger de sa souffrance? N'est-ce pas simplement ma dévotion, mon abnégation comme parent? Oui, la sensation est d'une dévotion profonde, même d'abnégation. Mais ce n'est pas seulement dévotion et abnégation. Les parents sont fréquemment intimidés. Ils se sentent aussi forcés à le faire. Oui, c'est une situation où il y a beaucoup de sacrifices de soi, quelquefois volontaires, mais quelquefois pas si volontaires. Mais c'est qu'il est essentiel de porter à la conscience des parents, c'est que leur service, leur accommodation, il s'agit, on appelle ça dans les jargons professionnels, accommodation. Les parents s'accommodent aux demandes de l'enfant pour que l'enfant n'expérimente aucune angoisse, aucune anxiété. Ça, c'est l'accommodation. Ils changent leurs règles, ils changent leurs principes, ils changent leur famille, la façon que la famille fonctionne, ils changent leur travail, leur vie sociale. Ça, pour accommoder les angoisses, les anxiétés de l'enfant, afin que l'enfant ne souffre. Et ça, c'est l'accommodation. Et il y a des dizaines de recherches qui montrent que tant que les parents continuent à s'accommoder aux anxiétés de l'enfant, aux angoisses de l'enfant, tant le parent restera anxieux et son niveau de fonctionnement restera bas. Et au contrario, si les parents deviennent capables de diminuer progressivement, graduellement leur accommodation, de faire face aux demandes de l'enfant, apprendre à refuser d'une façon non violente, non escalatoire. Quand les parents deviennent capables de faire ça, le niveau d'anxiété de l'enfant, les symptômes diminuent, s'amenuisent, et pas seulement le symptôme, aussi la souffrance de l'enfant. Et la fonctionnalité de l'enfant grandit. Ça veut dire qu'il reçoit de l'espoir pour sa vie future. On peut dire ça aux parents. Le seul espoir de votre enfant est que vous soyez capable d'arrêter cette accommodation, d'arrêter ces services problématiques, de résister à la tyrannie. Ça, c'est le seul espoir pour votre enfant. Et puis, une autre raison que les parents doivent comprendre, pourquoi est-il si essentiel de faire face à la tyrannie de l'enfant? C'est que le pouvoir que vous donnez à l'enfant de cette façon le corrompt profondément. Nous savons que le pouvoir corrompt. Même un adulte mûr et fort n'est pas à l'abri des tentations du pouvoir. Un enfant a raison plus forte. Okay? Beaucoup plus. Peut-être, disons, nos parents avaient déjà constaté que quelquefois votre enfant, okay, il affiche un manque d'empathie, un mépris même, une indifférence pour la souffrance des autres, la vôtre, des autres membres de la fratrie. Bon, ça,
Cette indifférence, ce mépris pour la souffrance des autres n'est pas une donnée, c'est une conséquence du processus de la tyrannie, de la subjugation. C'est le pouvoir qui corrompt. Et en corrompant l'enfant, vous détruisez ses valeurs, son développement moral, son développement social. Alors on peut dire de nouveau, le seul espoir de votre enfant pour avoir une vue pleine des rapports avec des autres, une vie satisfaisante, le seul espoir est que vous cessez de les corrompre, que vous osez, que vous trouvez le courage pour résister à sa tyrannie. Alors c'est comme ça qu'on répond à la question du pourquoi, qu'on apporte aux parents cette compréhension. Pourquoi est-il nécessaire, essentiel, crucial de faire ces changements, d'arrêter avec la tyrannie. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir comment. Il faut un plan clair. Si on n'a pas un plan clair, les meilleures intentions ne suffisent pas. Et qu'est-ce qu'il comporte, ce plan, notre programme, le programme que nous avons décrit, moi et Nathalie Franck? C'est là qu'en première ligne, comprend une compétence pour reconnaître la situation d'escalade, la spirale de l'escalade, et d'arrêter, de diminuer l'escalade. Et il y a, comme vous savez, deux types d'escalade. Il y a l'escalade réciproque et l'escalade complémentaire. L'escalade réciproque, l'enfant refuse, je crie, il menace, j'essaie de lui punir, il fait un attaque de nerfs et ça porte à une explosion. Alors, l'escalade réciproque, ce sont ces bras de fer qui arrivent toujours en point d'explosion à la fin. Bon, cette escalade, elle donne beaucoup de peur, intimide beaucoup les parents parce que les explosions à la fin sont affreuses. Alors les menaces les plus dangereuses, okay, sont faites. Alors il faut connaître ce type d'escalade et savoir comment l'éviter, comment la diminuer, comment la contrer. Et puis, il y a l'escalade complémentaire. L'escalade complémentaire est le type d'escalade qui se présente, se manifeste quand l'enfant pressionne les parents essaient de dire non, mais à la fin, ils cèdent. Alors, l'enfant apprend, il comprend que s'il fait plus de pression, les parents vont céder toujours. Et maintenant qu'il a porté les parents à capituler, à céder, son investissement dans son pouvoir est encore plus grand. Il se dit, non, il ne faut pas hésiter, hein, parce que sinon, je serai en danger de perdre ses pouvoirs. Et perdre ses pouvoirs, ça veut dire vivre l'angoisse profonde, parce que c'est les parents qui protègent l'enfant contre cette angoisse à travers leur capitulation, à travers leur service. Alors on voit l'enfant devient de plus en plus investi dans son pouvoir chaque fois qu'à travers le pouvoir, une démonstration de pouvoir, il fait que les parents cèdent et lui concèdent le service qu'il voulait. Ou même le processus de persuasion. Les parents essaient de persuader l'enfant à ne faire plus comme ça, de le convaincre à ne faire plus comme ça. Et alors, l'enfant n'est pas persuadé. Vous savez très bien que les enfants, particulièrement les enfants tyranniques, ne sont jamais persuadés par les arguments rationnels.
alors les arguments rationnels ne fonctionnent pas. Les parents s'expliquent plus et plus, ils parlent plus et plus. À un certain moment, c'est là, il y a une escalade. Et les parents passent des arguments rationnels aux suppliques. Ils commencent à supplier. Et quelquefois, des suppliques aux larmes. C'est un processus d'escalade. Et l'enfant, il s'endurcit. Escalade, l'autre côté. Il s'endurcit quand les parents suppliquent, quand les parents tombent en larmes. Alors, l'enfant commence à les mépriser. Nous voyons ça beaucoup de fois. C'est mépris qui est la conséquence ultime de l'escalade complémentaire. Okay? On le voit. Et alors, ces deux types d'escalade se nourrissent, s'alimentent mutuellement. L'escalade complémentaire porte à l'escalade réciproque et vice-versa. Et pourquoi? Parce que après une explosion qui est le résultat d'un bout d'escalade réciproque, les parents sont si bouleversés, si intimidés que ça ne se passe de nouveau, qu'ils deviennent plus prêts à céder, à céder, à céder. Et ça mène à l'escalade complémentaire. Et plus les parents cèdent, et plus ils s'expliquent, et ils suppliquent, et ils s'écrient. Et alors, plus l'enfant démontre qu'il s'est endurci, son indifférence, voire son mépris, alors ça porte les parents de plus en plus près de l'escalade réciproque de l'explosion. On voit alors quelles sont les possibilités que nous avons dans notre méthode pour prévenir l'escalade, pour échapper, okay, au piège de l'escalade. Nous avons quelques principes, quelqu'un vous connaissez. Il faut battre le fer quand il est froid. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut battre le fer quand il est froid, justement. C'est l'idée que dans un moment difficile, quand l'enfant commence ses provocations, c'est mieux de ne les répondre pas immédiatement, de différer la réponse. On peut dire quelque chose, je n'accepte ça, je vais réfléchir. Et je reviendrai, je te dirai quelle est ma décision, ou encore mieux, quelle sera notre décision. Ça a déjà un effet qui est positif sur l'escalade. Le parent doit aussi être capable d'interrompre la conversation, de sortir. Ça, c'est une compétence très importante pour les parents. Interrompre la conversation, sortir de la scène calmement, sans claquer à la porte. Non, maintenant, je ne le fais pas. Je vais réfléchir. Ça a déjà un effet parce que on ne réagit pas quand on est très bouleversé, très irrité, on réagit plus tard. Et aussi l'enfant sera déjà plus calme quand on lui communiquera notre décision. Mais il est aussi très important que ce principe, il faut battre le fer quand il est froid, de le faire, de retourner à l'enfant. Plus tard ou le lendemain, et de lui communiquer votre décision. Et j'ai parlé avec ton papa, j'ai parlé avec tes grands-parents, et nous avons décidé que nous ne sommes pas prêts à te prêter ce service, pas parce qu'il est demandé sous menace, alors nous ne le ferons pas. Ça, c'est déjà
on parle plus fort de résistance, particulièrement quand vous dites nous, le passage des moi au nous, vous rend plus fort, vous renforce profondément. Alors, ça, c'est important. Le lendemain, vous prenez votre décision, vous communiquez votre décision, vous parlez en première personne plurielle. C'est comme ça que je parle aux parents. OK? Maintenant, les parents sont les clients. Je parle à la deuxième personne avec les parents. C'est là, quand vous faites comme ça, ces principes, il faut battre le fer quand il est froid, vous donnent de la force. Vous devenez plus fort à travers ces principes. Pourquoi plus fort? C'est pas plus fort de réagir immédiatement. Non, non. C'est beaucoup mieux de réagir plus tard ou demain. Parce qu'alors, vous démontrez à l'enfant que vous avez une mémoire, que vous vous rappelez. Eh bien, n'oubliez pas, mémoire et force. Vous montrez à l'enfant une continuité. Cette continuité, que les parents ont besoin de cette continuité. Ça, c'est une partie fondamentale de leur force comme parents. Et à plus forte raison, quand vous retournez à l'enfant et maintenant vous parlez comme nous, qui est c'est nous, moi et papa, moi et grand-père, quelquefois moi et ta prof, moi et notre ami, on va parler aussi du réseau de soutien. Un autre principe pour diminuer l'escalade est je ne peux pas contrôler mon enfant, mais je peux contrôler à moi-même. On pense qu'il faut contrôler l'enfant. Non, mais c'est impossible. Vous savez très bien, on ne peut pas contrôler les sentiments d'un enfant ou d'un autre. Les pensées, même les comportements, on ne peut pas les contrôler. On peut quelquefois les forcer. Si nous avons de la force et la disponibilité de l'utiliser, ce qui n'est pas le fait dans le cas des enfants tyrans. Et aussi d'autres enfants. Okay? N'ayez pas cette illusion. Pour ça, nous avons nommé cette croyance, il faut contrôler l'enfant, l'illusion du contrôle. C'est une illusion. Mais moi-même, je peux contrôler. Alors, on va éviter tous ces bras de fer. Je vais te montrer, il faut que je le montre, il faut que je le contrôle. Parce que c'est une illusion et ça porte à l'escalade, particulièrement avec les enfants tyrans. Les enfants tyrans ont une allergie absolue à être contrôlés. Ils sont ce genre d'enfants qui disent c'est mieux mourir que d'être contrôlé. Et ils se disent ça, et quelquefois, ils sont vraiment en état de manifester cette attitude. Alors, la tentative de leur contrôler va finir mal. Tous ces bras de fer finiront mal parce que l'enfant a beaucoup moins d'inhibition que nous de ces explosions, particulièrement les enfants tyrans qui sentent qu'ils ont tant à perdre s'ils se laissent contrôler. Encore plus, ces enfants ont aussi une aversion à être persuadés. C'est pour ça que les tentatives de persuader ces enfants sont vouées à échouer parce que pour ces enfants, être persuadés est une preuve qu'ils sont contrôlés par des arguments, par la persuasion. Alors, ils sont particulièrement allergiques aussi à la persuasion. Ils se sentent obligés à s'endurcir, okay, à vraiment taper les oreilles, à boucher les oreilles contre les tentatives de persuasion de leurs parents. Mais on ne peut pas contrôler l'enfant, mais on peut nous contrôler à nous-mêmes, ça oui. Quelquefois, on dit à l'enfant,
Oui, je ne peux pas te contrôler, c'est impossible. Mais à moi-même, oui. Et ça, je ferai. Alors, c'est un message complètement différent. En disant, les parents déclarent à l'enfant qu'il n'est plus prêt de participer à ces rituels obsessifs compulsifs d'endormissement. Alors, les parents peuvent dire, je ne peux pas te défendre de faire ces choses-là. Je ne peux pas te forcer, mais je peux ne pas participer et je le ferai parce que ça, c'est très mauvais pour moi et je crois que c'est aussi très mauvais pour toi. Alors, je vais arrêter avec ça. Nous allons arrêter avec ça. Et maintenant, arrêter la communication. Ça, c'est très important. Si on attend que l'enfant exprime qu'il est d'accord, non, non, ça ne va se passer jamais. Alors, couper la communication de façon calme, c'est très important. C'est tout. Et vous sortez de la chambre. C'est tout. Et sortir de la chambre. Et développer cette compétence. Si l'enfant se colle à vous, vous pouvez soit vous renfermer dans votre chambre, oui, même se verrouiller, et appeler aux supporters. Ça, c'est pas une faiblesse. Au contraire, pour démontrer que vous n'êtes là pour être simplement agressé, obligé, forcé, vous couper. Alors, toujours est-il possible. Et si s'il est impossible dans ces moments, parce qu'en français colle à vous, bon, il faut survivre à cette situation que vous, parents, vous êtes le maître absolu dans l'art de survie, dans l'art de survivre, n'est-ce pas? Alors, survivez. Et plus tard, vous appelez aux supporters. Et les supporters entreront en contact avec l'enfant. Alors, et nous ne pouvons pas contrôler l'enfant, mais à nous-mêmes, oui. Nous avons même une fois, dans un cas, dans un garçon de 10 ans, nous avons même une fois donné à l'enfant, les parents ont donné à l'enfant un certificat d'invincibilité. C'est là, dans un pergament, vraiment écrit dans un pergament, cela est un attestat, un certificat que Michel est un enfant invincible. Il appartient à la catégorie des enfants qui sont prêts de mourir et jamais capituler. Et signé papa, maman comme témoin, grand-père, grand-mère comme témoin et Buffy, la chienne de la famille, signé. Okay? Et ils lui ont donné ce certificat. Il était très fier, son certificat était content, vous avez compris finalement. Eh bien, le lendemain, il a bâti sa sœur. Alors, les parents ont fait un sit-in. Le sit-in est une démarche de la résistance non violente. Il entre dans la chambre de l'enfant et s'assoit et dit à l'enfant, nous sommes ici pour trouver une solution. Comment ça ne se passera pas? Nous resterons ici jusqu'à ce qu'on va trouver une solution. Et il reste silencieux. Alors l'enfant proteste, mais vous avez dit et vous avez écrit que je suis invincible. Qu'attendez-vous? Non, bien sûr que tu es invincible. Nous savons que tu ne vas pas simplement capituler, mais protéger ta sœur est notre devoir absolu. Et nous faisons tout pour la protéger. Et le grand-père peut dire à cet enfant, mais mon petit-fils, tu sais bien, est-ce que moi, je peux laisser que tu battes ta sœur qui est ma petite fille? Je ne peux pas le faire. Et même si toi, si quelqu'un t'agressait, tu mettais en danger, je ferais tout dans mon pouvoir pour te protéger. Alors, vous voyez comment cet élargissement de la position de ces nous fonctionne. Et il ne sera seulement ce grand-père-là qu'on aura aussi d'autres supporters. Alors, nous avons vu comment fonctionne
cette prévention de l'escalade, que c'est une partie de ces plans très détaillés pour faire face à la tyrannie, okay, pour sortir de l'oppression, de la subjuration. On utilise ce terme, oppression. Vous êtes des parents battus, opprimés, humiliés, offensés, chantagiés. C'est très important de parler ce langage, mais de dire, mais votre enfant le fait, que parce qu'il est angoissé, parce qu'il est anxieux, il croit qu'il n'a une autre solution. Son seul espoir est que vous arrêtez avec votre accommodation. Alors, il va trouver qu'il y a aussi d'autres possibilités. Alors, un autre élément de ce plan détaillé, c'est un élément que nous utilisons, nous voulons l'utiliser dans tous les cas, pour tous les parents d'enfants tyranniques, c'est la déclaration. La déclaration est un acte formel. Elle est faite en écrit. Pourquoi formel? Parce que nous voulons que la déclaration soit comme un rite de passage, quelque chose, un acte qui signale la différence entre le passé et le futur. Mais il faut comprendre, et nous disons aux parents, toujours, la déclaration est un engagement que vous prenez envers vous-même. Elle ne va pas être acceptée par l'enfant. Il ne faut pas qu'il accepte, il ne l'acceptera pas, je vous garantis. Alors, cet engagement que vous prenez pour vous-même, c'est un rite de passage pour vous-même qui va changer, ça commence à changer la situation de la famille. Quel est le contenu de la déclaration? En général, on l'ouvre par une phrase exprimant l'amour pour l'enfant. Nous t'aimons beaucoup. Tu es énormément important pour nous. Et puis on dit toujours à la première personne plurielle. Nous avons décidé à résister à la violence, à résister au chantage. Et nous le faisons avec tous les moyens possibles, sauf d'utiliser la force brute, tous les autres moyens. Et nous ne resterons plus seuls. On ne tiendra plus la notre condition en secret. C'est très intéressant. Pourquoi la notre condition? Parce que l'enfant dira, comment osez-vous de parler aux autres de mon problème? Non, non, nous parlons aux autres de nos problèmes. Oui, c'est un problème aussi, mais de nos problèmes, nous pouvons parler aux autres. Ce n'est pas seulement notre droit, c'est aussi notre devoir. Alors, très important, cette partie de la déclaration. Nous aurons de l'aide de toutes les personnes qui sont prêtes à nous aider. Et nous faisons ça parce que c'est notre devoir envers nous, notre famille et toi. Ça, ce sont les éléments de la déclaration. On la fait par écrit. Pourquoi? À cause de la formalité. On ne veut pas la faire d'une façon spontanée. On entre dans la chambre de l'enfant, on lit la déclaration. Très important que ça soit fait sur un ton calme, pas menaçant, et on laisse la déclaration. Il ne faut pas que l'enfant la prenne, on la laisse sur la table et on sort calmement. On ne se laisse pas entraîner dans des provocations. Si l'enfant se bouche les oreilles et s'écrie, vous continuez à lire la déclaration dans un ton très calme et bas. Vous parlez encore plus bas et vous laissez la déclaration. C'est tout. Et vous sortez. Ça, c'est le rite de passage de la déclaration.
Et les autres démarches du traitement visent justement à manifester cet acte d'engagement envers vous. C'est pas que maintenant, si l'enfant fait quelque chose qui est défendu par la déclaration, vous devez lui montrer d'une fois par toutes. Jamais. Il faut se préparer, okay? Respirer à fond et continuer. La déclaration est pour vous. Vous la communiquez à l'enfant parce qu'il en est impliqué, mais elle est pour vous. Il faut comprendre ces points. Alors, nous savons que d'après que les sondages de React, que 50% des parents font une déclaration complète, encore une vingtaine de pourcents font une déclaration partielle. Bon, je veux espérer que les choses que je dis ici peuvent porter encore peut-être 20% d'entre vous, les parents, aussi à faire une déclaration. Disons qu'un d'entre vous n'a pas le courage d'entrer là dans la cave du lion, hein, parce qu'il y aura une attaque de nerfs, hein, okay, une crise classique. Alors c'est possible que vous, les parents qui êtes plus intimidés, écrivent avec son écriture, encore mieux, en écriture, pas simplement imprimée, en écriture, de votre main, et l'autre parent qui est prêt à entrer, entre, lit la déclaration et laisse la déclaration. Alors l'enfant peut provoquer l'autre. Ah, la maman n'est pas là, elle n'est pas d'accord, elle a peur, hein? Alors le parent qui entre peut dire une chose que nous allons faire est nous protéger. Et ça, c'est un acte d'autoprotection. C'est pour ça que je suis ici. C'est même possible de faire une déclaration à travers un supporter. Disons que les deux parents sont si intimidés qu'ils ne peuvent pas faire face à l'enfant dans cette situation, se déclare. Alors, une bonne idée, c'est dans ce cas que deux supporters reçoivent la déclaration des parents. Ils entrent dans la chambre de l'enfant, ils la lisent et disent ça, c'est la déclaration de vos parents. Et nous la laissons. Et pourquoi ils n'entrent pas? Parce qu'ils ne veulent pas te provoquer, ils ne veulent pas t'irriter. Ils veulent seulement que tu saches ce qu'ils vont faire, qu'ils font faire. Ça, c'est fantastique, hein? Le supporter. Aussi, ils ne veulent pas te provoquer. C'est pas nécessaire de te provoquer. Ça, c'est une réponse formidable. Alors, la déclaration. C'est mon espoir que quelqu'un d'entre vos parents deviendront capables de faire une déclaration, sinon personnellement, de cette façon qui n'est pas moins efficace. Cette idée, c'est parce que tes parents ont pris la décision qu'il n'est pas nécessaire de te provoquer. Ça, c'est formidable. Eh bien, l'autre élément de notre programme essentiel est déclaration et le recrutement d'un réseau de soutien vont ensemble. Il faut le faire en parallèle. Alors, vous, le thérapeute, réfléchissez, êtes-vous capable de convaincre la majorité des parents à recruter des supporters, le réseau de soutien? Vous pouvez améliorer vos pourcentages. Nous savons, nous avons fait aussi des recherches là-dessus. En quelques semaines, vous pouvez devenir capable d'augmenter ces pourcentages. Plus et plus de vos cas
seront en état, les parents seront en état d'engager, de recruter un réseau de soutien. Et aussi, les réseaux de soutien deviendront plus larges. Vous apprendrez à faire ça. Ce qu'il faut savoir pour améliorer votre compétence et quelles sont les objections. Il y a des objections typiques de la part des parents. Il faut connaître ces objections. Il faut les faire venir à surface, effleurer. Quelquefois, il faut chatouiller un peu pour faire venir cette objection. Une objection qui est très, très commune est la peur de la honte et de la réaction à la honte que ça causerait à l'enfant. Mais l'enfant va éprouver une honte traumatique. Il va exploser. Il va devenir dangereux. La honte, la peur de la honte de l'enfant. Il faut connaître cette objection car elle est là en presque tous les cas où les parents n'ont pas encore le courage d'engager les supporters, de briser le secret. Briser le secret, c'est absolument crucial. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment peut-on convaincre les parents à faire ça? On peut dire aux parents, vous savez, la honte est toujours une expérience très, très désagréable pour tous, mais elle n'est pas nécessairement une expérience négative. Elle peut être positive. Il y a une honte destructrice et il y a une honte productrice. La honte destructrice est la honte qui est éprouvée dans un contexte de réjection. Et on dit à l'enfant, qui es-tu? Tu n'apportes pas, tu ne fais pas part de cette famille, sortez de la classe. Exclusion. Tu n'es pas mon fils si tu parles comme ça. Exclusion. La honte qui est éprouvée avec exclusion, ostracisme quelquefois, est une honte destructrice. Mais la honte, quoique très, très profondément désagréable, peut avoir une influence constructive sur le développement de l'enfant moral et social, et même nécessaire, peut-être un facteur nécessaire dans le développement moral et social de l'enfant. Mais quelles sont les conditions pour une honte constructive et pas destructive? C'est que le contexte où l'enfant fait l'expérience de la honte soit un contexte positif. Par exemple, le supporter, grand-père, un oncle, arrive à l'enfant et dit, je sais ce qui s'est passé avec ta soeur, avec ta mère. On va arrêter ça. Mais je veux que tu saches, je t'aime beaucoup. Tu es énormément important pour moi. Et je veux que tu saches aussi que j'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu sois capable de surmonter ces problèmes, de sortir de cette impasse. Je crois en toi et je suis prêt à t'aider. Si tu te sens mal, si tu te sens provoqué, tu peux me téléphoner. Mon père peut dire même au milieu de la nuit, n'importe. Je te parlerai. J'essaierai de te calmer.
j'essaierai de t'aider. T'aider d'une manière légitime. Hein? Il faut pas, c'est pas t'aider à faire les parents céder. C'est pas de l'aide, ça. Alors, on voit là, l'enfant éprouve de la honte parce que je sais ce qui s'est passé. Je sais que tu as battu ta soeur. Mais je t'aime. J'ai confiance en toi. Je suis prêt à t'aider. On peut faire d'autres choses. Je vais t'aider à trouver une solution honorable. L'honneur est très important pour les enfants. Une solution honorable. Nous avons beaucoup d'idées pour les solutions honorables. Mais du moment qu'on dit je vais t'aider à trouver une solution honorable, digne, alors on accorde honneur et dignité à l'enfant par le seul fait de dire ça. Et je chercherai avec toi. Je ne veux pas que tu te sens humilié, petit, rétréci. Non, solution honorable. On parle honneur. Alors, le contexte de cette expérience de honte est un contexte positif. Et cette honte sera une expérience positive. Et puis, le quatrième élément de notre programme est le processus de déaccommodation graduelle. On va diminuer, on va arrêter les services inappropriés. Mais faites attention, hein, graduellement. Un par semaine, un service par semaine. Il y a seulement une résistance qui est totale, absolue, la résistance à la violence. Et on la résiste toujours par trois moyens. Évitement de l'escalade, le principe pour éviter l'escalade. Toujours, quand il y a violence, apporter le supporter. Toujours, toujours. Et jamais ne donner à l'enfant un service qu'il exige sous menace, chantage. Ça, ces trois éléments, ça, c'est toujours. Pour aider les parents à vraiment avoir soi en tête, ça, jamais. Pour ça, il met les autres services, le service, disons, habituel, il faut définir un service par semaine et déclarer ça à l'enfant. Nous avons décidé que ça et ça, nous ne ferons plus. C'est une mini-déclaration. À partir de demain, on ne fera ça. Ça que vous décidez ensemble quel est le service. Et vous restez sur ce service-là jusqu'à ce que la situation s'est stabilisée. Après, vous passez à un autre et à un autre. Puis, dans ce processus de déaccommodation, il y a une règle. Moins est mieux que plus. Il vaut mieux procéder graduellement que tout d'une fois. La gradualité est très importante. Mais, diront les parents, mais il y a une menace qui nous oblige à céder. La menace du suicide. La menace du suicide est vraiment la fin du jeu. Alors, nous n'avons aucune option. Il faut absolument, sinon, ne pense pas comme ça. La menace de suicide justifie amplement, complètement la création d'un réseau de soutien. Nous avons un programme de résistance non violente, de nouvelles autorités pour la prévention des suicides. Nous avons déjà gagné 2 prix, grands prix, okay, pour ces programmes-là. Nous avons démontré que les parents deviennent vraiment en état de diminuer le risque du suicide. Et on commence par la construction du réseau de soutien. Dans les cas où il y a vraiment un risque, une menace de suicide, on commence par le réseau de soutien immédiat et on parle aux parents. C'est ça, il faut savoir parler aux parents dans leur langue. Mais vous savez, le suicide n'est pas une question privée.
Le suicide ne peut pas avoir le droit de confidentialité parce que le suicide menace de détruire la vie, pas seulement la vie de l'enfant, mais aussi votre vie et aussi la vie de grands-parents. Le suicide est une menace qui concerne à vous tous. Alors, on ne peut pas maintenir le secret, la confidentialité. Et dans notre programme, nous avons démontré que quand on éclaircit cela aux parents, la grande majorité sont prêts à engager un réseau de soutien immédiatement. Bon, nous avons fini notre temps. Merci beaucoup.